C'est désormais chose faite et un véritable ouf de soulagement pour les usagers du deuxième échangeur. Le ministre de l'Équipement a procédé ce matin à sa mise en circulation. Attaque du tout nouveau siège du PNDS à Taraya, des assaillants non encore identifiés auraient tiré à balles réelles sur des éléments de la police pourtant en faction sur les lieux. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du 19h45 sur la télévision Labari. Je vous donne lecture de ces brèves qui à l'instant viennent de nous parvenir. Le rapport sur le développement humain 2015 a été lancé ce 14 décembre 2015. Le rapport examine les liens positifs tout comme négatifs entre le travail et le développement humain dans un monde en rapide évolution. Le Niger, notre pays, est encore à la queue du peloton, c'est-à-dire dernier. Il est 188e sur 188 pays classés comme en 2014. Le Niger vient juste derrière la Centrafrique 187e, l'Érythrée 186e et le Tchad 185e. La deuxième brève, elle est relative au journal Le Courrier où on s'achemine vers un rebondissement de l'affaire de ce journal. Ali Soumana, le promoteur de l'hebdomadaire Le Courrier, a été convoqué ce matin à la direction de la police judiciaire de Niamey puis conduit au bureau du procureur qui lui a demandé de revenir demain matin, mardi 15 décembre 2015. Rappelons que le 23 novembre dernier, le directeur de publication du journal Le Courrier avait été placé en garde à vue puis libéré le 27 novembre à partir de l'hôpital de Niamey où il avait été évacué 2 jours auparavant au service des urgences. Souleymane Salah a été privé de ses mouvements après sa livraison numéro 391 du 19 novembre 2015 à cause d'un article sur les principaux responsables de notre police et de leur ministère de tutelle. Affaire donc à suivre. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres, le deuxième échangeur est désormais praticable pour les usagers. Dans le souci de désengorger la circulation routière, le ministre de l'Équipement a procédé ce matin au lancement de sa mise en circulation en présence des autorités régionales et autres cadres du pays et de son ministère. Un soulagement enfin pour ses usagers. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. La circulation routière à Niamey avec ses embouteillages constitue un véritable casse-tête pour les usagers. Fin de clap pour ces derniers avec la mise en circulation du deuxième échangeur. Il faut dire que ça a été difficile, mais au bout de la peine, nous sommes arrivés quand même aujourd'hui à le mettre en circulation. Il est vrai que tout n'est pas terminé, il reste quelques accotements à régler. Et je pense que dans peu de temps, tout sera pratiquement terminé, Inch'Allah. Un deuxième échangeur qui facilitera non seulement la fluidité de la circulation routière, mais aussi d'avoir déjà à l'esprit le troisième. Nous le mettons en circulation par rapport à ce que vous savez. Nous voulons entamer les travaux de l'échangeur de Katako. Et eu égard à la difficulté de circulation de Niamey, nous étions très pressés de libérer cette partie de Niamey pour pouvoir lâcher un peu la circulation de la ville de Niamey. Donc, dans peu de temps, donc, les travaux de l'échangeur de Katako, le troisième, déjà dans la ville de Niamey, sera aussi lancé, Inch'Allah, sera commencé, disons, Inch'Allah. Pour les usagers, c'est un véritable ouf de soulagement et ils témoignent leur gratitude. C'est vraiment une ouverture pour vraiment décongeler la circulation. C'est une premier pas pour le Niger. On n'a jamais vu ça. Le changeur, nous, on l'entend, ou bien on le voit à la télévision, mais aujourd'hui, ici au Niger, vraiment, c'est un pas. Moi, je suis très contente. Je suis très contente. Parce que chez nous, nous sommes à Horobanda, donc vraiment, c'est trop fatigant. Mais vraiment, maintenant, là, on remercie vraiment, je ne sais pas quoi dire. On est très satisfait du président de la République. Et vraiment, je souhaite encore, si c'est le même président qui continue, ou bien c'est un autre, quand même, nous voulons que ça continue toujours comme ça. Vraiment, c'est une ouf de soulagement. On parcourait le deuxième pont. Vraiment, même l'essence, vraiment, c'est soulageant. Mais ce matin même que j'ai su qu'on a ouvert, vraiment,
on est très heureux. En attendant la finition complète, c'est une épine ôtée des pieds des usagers à qui il est demandé en retour d'en faire un bon usage. Une attaque ce matin à balles réelles des locaux du tout nouveau siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Elle se serait produite aux environs d'1h du matin avec un blessé évacué aux urgences parmi les éléments de la police. Une enquête sera déjà ouverte pour identifier les assaillants. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. Rue quadrillée par la police, route barrée, cordon de sécurité. L'ambiance est peu ordinaire aux abords du quartier Zabarkana et plus précisément au siège en construction du principal parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. L'éruption d'individus qui tireraient sur les éléments de la police pourtant en faction sur les lieux. En tout cas, nous-mêmes, on a appris ça comme vous, comme tout le monde. Vous avez passé là-bas, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, à notre niveau, les trucs comme ça, c'est pas nouveau chez nous. Parce qu'il y avait un moment, même individus, ils ont attaqué le siège de PNDS Taraya à l'époque. Il y a eu beaucoup de bruit. Voilà encore, aujourd'hui, il y a un nouveau. Mais pour nous, on ne sait pas qui a fait ça pour le moment. Ça, c'est à la police de voir, de faire l'enquête, savoir qui a fait cette affaire. Il y a un policier qui était blessé, il est à l'hôpital, il est blessé vraiment grave, mais il est à l'hôpital. Quant aux langues qui se délient et certains propos selon lesquels c'est une mise en scène orchestrée par les camarades, ces allégations sont balayées d'un seul revers de main. Nous ne sommes pas des fous. C'est le fou seulement qui d'autrui s'en vient. Notre siège, c'est notre siège. Et ce n'est pas notre attitude. Nous, on était restés à l'opposition pendant 10 ans au moins. Tu prends des pouvoirs de Tanja à 2011. On n'a jamais attaqué personne. On n'a jamais insulté personne. On a lutté comme ce que la loi a prévu. Pour le moment, c'est le flou artistique en attendant que des voix plus autorisées ne sortent et éclairer la lanterne de l'opinion sur cette attaque au pied du parti PNDS Taraya. Et justement, des voix plus autorisées se sont prononcées à travers un communiqué de presse de la Direction générale de la police nationale. C'était le chargé de communication de cette Direction générale de la police nationale, à la personne du capitaine Adili Toro. Suivez plutôt. Ce jour, 14 décembre 2015, vers 1h du matin, le nouveau siège du PNDS Taraya a fait l'objet, une fois de plus, d'une attaque par des individus non identifiés, malgré la présence des éléments de la police nationale. Le bilan de l'attaque est d'un blessé par balle côté police, évacué aux urgences de l'hôpital national de Niamey. Il est à noter que 16 douilles de AK-47 ont été trouvées sur place et selon les premiers résultats de l'enquête, les assaillants étaient scindés en 3 groupes. Le premier groupe, dont l'assaillant est habillé en tenue treillis, a pris position au niveau du cinéma Zabarkan. Le deuxième groupe à bord d'une moto Cassia et le troisième à bord d'une Mercedes noire qui s'est positionnée à l'angle contigu à la compagnie de transport et de voyage de Africa Assalam. Les investigations sont toujours en cours pour identifier et neutraliser les assaillants. Adili Toro Mainasara, le chargé de communication de la Direction générale de la police nationale. La suite de ce journal, mais sur tout autre registre, avec une nouvelle grève de 9 jours qui est prévue du 16 au 25 décembre prochain dans le secteur de la santé. Ce sont les médecins spécialistes qui ont décidé de rompre le silence pour amener les autorités à en prendre en compte leurs revendications visant à l'amélioration de leurs conditions de travail. Le reportage est signé Aboubakar Souley et Nafissa Zakou. Les médecins spécialistes sont en colère contre les autorités qui traitent avec légèreté les revendications des syndicats des médecins spécialistes qui réclament entre autres la prime de spécialisation. Après une grève de 2 jours la semaine dernière, les médecins spécialistes menacent d'observer un nouvel arrêt de travail de 9 jours à compter du 16 décembre.
Le problème, c'est quoi? C'est l'injustice dont sont victimes les spécialistes. Cette injustice, on l'a répétée à maintes reprises. Tout agent de l'État qui part se former, au bout de 9 mois, tu reviens avec un diplôme, tu es replacé. Le médecin, tu vas te former pendant 4 à 5 ans, tu reviens, tu n'as rien. Ça, c'est une injustice, c'est flagrant. Et quand on a fait le tour, tous les responsables qu'on a rencontrés, ils sont d'accord que c'est injuste, il faut corriger. Et dès l'instant où ils ont pris l'engagement de corriger, on a dit, bon, on va observer le silence, on va les laisser faire. Et c'est ainsi que pendant 5 mois, on les regardait. Et pendant ces 5 mois-là, on a fait d'intenses travaux. Il fallait voir quel est le schéma le mieux adapté pour le travail. Ce schéma, c'était quoi? C'était de créer une nouvelle catégorie pour les médecins spécialistes. Et cette catégorie, dénommée à hors échelle, devait permettre à ce que cette injustice soit réglée. Et l'incidence financière de cette nouvelle catégorie, je te le dis, c'est autour de 17 millions. On est passé au ministère des Finances pour faire les calculs avec les techniciens là-bas. On a trouvé que c'est de l'ordre de 17 millions, l'incidence financière. Imaginez-vous, 17 millions pour un État, c'est vraiment dérisoire. Donc ça veut dire, non seulement que l'injustice est là, mais on se fout pas mal des médecins spécialistes. Pourquoi? Parce que ces responsables, vous le savez, tant qu'ils tombent malades, tout de suite, ils sont évacués. C'est le pauvre Nigérien qui est là, en train de régler des choses, de se faire soigner auprès des spécialistes. Donc, c'est leur dernier souci. C'est fait que maintenant, on a dit, trop, c'est trop. Le SMES s'est dit déterminé à poursuivre le combat jusqu'à la prise en compte de leurs revendications. Maintenant, par question, ce soit du concret. Il y a quelque chose de concret sur la table, ok, on arrête le mouvement, il n'y a rien de concret. Le mouvement continue jusqu'à la satisfaction totale. C'est quoi? On ne va pas passer toute notre vie de comité en comité. On a vu des corporations revendiquer ici. En moins de 48 heures, on a donné satisfaction. Pourquoi? Parce que ces gens-là, eh bien, ils font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et nos gouvernants là, c'est cet argent qu'ils utilisent pour leur train de vie que vous voyez assez ostentatoire. Donc aujourd'hui, on est très choqués par rapport à ça. Et maintenant, on s'est dit, trop, c'est trop. Le combat est déclenché, Inch'Allah, jusqu'à la fin. Cette grève de 9 jours qui sera observée sur l'ensemble du territoire sera suivie d'un service minimum. Des médecins spécialistes qui n'en démordent pas et mordicus, ils y tiennent à l'amélioration des conditions de leur travail. Du 8 au 9 décembre dernier, la localité de Bankilare, c'est dans la région de Tillabéri, a abrité le forum sur la paix et la sécurité. Il est organisé par l'ONG Head Tamat. Les participants à ce forum ont ainsi pris l'engagement de sensibiliser les populations pour une prise de conscience sur le phénomène du banditisme. Précision dans cet élément. Placé sous le thème paix et sécurité dans le département de Bankilare, ce forum organisé par les autorités du département avec l'appui de l'ONG Hertamad a été un véritable cadre d'échange et de réflexion approfondie sur cette problématique de paix et sécurité. Présentant la traditionnelle bienvenue à toutes les délégations, le maire de la commune rurale de Bankilare a saisi l'occasion pour remercier l'ONG Hertamad pour ses appuis au profit de la population de sa commune. À travers ce forum, dira en substance le coordinateur assistant de Hertamad, c'est une façon pour son ONG de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Amidou Alassane a également rappelé toutes les actions réalisées dans les communes d'intervention depuis le lancement du projet Reconstruction le 24 avril 2015. Procédant quant à lui à l'ouverture de ce forum, le secrétaire général de la région de Tillabéri a lui aussi souligné l'importance des appuis qu'apporte Hertamad dans les différents domaines aux populations des 12 communes où intervient le projet Reconstruction. Tout en remerciant l'ONG Hertamad pour l'organisation de ce forum, nous sommes aussi de relever que toutes les actions citoyennes doivent concourir à la préservation de la paix et de la sécurité qui du reste constitue, a-t-il précisé, la première préoccupation des deux chefs d'État, à savoir Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Haji Issou Mamadou du Niger. Ça n'est suivi un échange autour de la thématique paix et sécurité, un échange fructueux matérialisé par un engagement, dit engagement de Bankilare, auquel d'ailleurs tous les groupes d'acteurs souscrivent quant à son strict respect. Les participants au forum s'engagent à 1. Sensibiliser la population pour une prise de conscience du phénomène du banditisme. 2. Les chefs de tribus et villages s'engagent à réunir tous les éléments de preuve pour faciliter le travail de la police judiciaire. 3. Au maire de mettre de la rigueur dans la gestion des marchés de bétail. 4. La mise en place du comité de suivi des recommandations du forum. 5.
La mise en place d'un dispositif de veille sur les axes empruntés par les malfaiteurs. 6. La dénonciation des voleurs de bétail, des bandits armés et de tous autres détenteurs d'armes illicites. Et enfin, multiplier les prières individuelles et collectives pour que la paix et la sécurité règnent dans notre espace. Notez aussi qu'en marge du forum, le secrétaire général de la région de Tillabéri a lancé l'opération d'établissement de 1000 cartes d'identité nationale gratuites au profit de la population de Bankilare. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une soirée culturelle a été organisée. Actualité toujours dans nos départements et cap sur celui de Gaïa ou en mission dans la région. Une de nos équipes s'est intéressée à l'état de délabrement des locaux de la maison de la culture de Gaïa qui pourtant nécessite d'être réhabilité. C'est le vœu émis par le premier responsable de cette maison de la culture. Les images d'Aboubakar Souley commentées ici par Hassan Saleh Mustafa. Podium dégradé avec quelques chaises, murs fissurés, plafonds endommagés, appareil de sonorisation en panne, local vétuste, c'est l'image qu'offre la maison des jeunes de la culture de Gaïa. Une maison qui ne mérite pas ce sort, d'où ce cri de cœur de son responsable. La maison de la culture, en fait, son problème se situe à plusieurs niveaux, comme d'ailleurs toutes les maisons de la culture du pays. Vous avez vu, en ce qui concerne le bâtiment, c'est un bâtiment qui est vraiment, vous avez vu le plafond, vous avez vu le reste, toutes les parties, tous les confins de la maison de la culture. C'est vraiment vieux, c'est un truc qui a besoin d'être retapé. Et dans ce cadre-là, nous avons un partenaire, une ONG là, qui était venue ici nous voir, Suisse Contact, qui a promis de reprendre le bâtiment. En même temps, les murs, le podium et le reste. Les maisons de la culture, vraiment, si ça continue à être dans les mains des communes, je crois que ça ne va pas. Elles ne vont pas remplir leur rôle. Dans ces municipaux ne s'intéressent pas tellement à la chose culturelle. Une fois, dès que tu leur parles d'un problème de bâtiment, tu leur parles d'un problème de clôture, de l'investissement en un mot, on vous promet, mais vous allez faire les 12 mois, vous ne verrez rien. Il serait bon que le ministère de tutelle fasse quelque chose. Ah oui, le ministère en charge de la culture devrait penser à ce lieu de culture de Gaïa qui a beaucoup contribué dans la promotion de la culture nigérienne. C'est de voir dans quelle mesure ce ministère-là doit chercher des partenaires, que ce soit au niveau bilatéral, que ce soit au niveau multilatéral. Il y a des organisations internationales qui peuvent aider les maisons de la culture. Au Niger, il n'y a pas plus de 47 maisons de la culture. Le ministère peut faire les démarches. Il y a des organisations, nous le savons, il y a des organisations, il suffit seulement de les contacter. Ils vont nous aider. Notre chance, c'est que nous avons 2 ou 3 ONG ici au Niger qui ont commencé à nous aider. Non seulement dans le cadre de la formation, mais aussi dans le cadre de l'équipement. Il s'agit de CISP, DICO et Alternative Espace Citoyen. Ils nous ont d'abord demandé de faire nos besoins. Ainsi, sur le plan culturel, Gaïa a été sur la première marche du podium plusieurs fois en remportant des prix des chants et des ballets lors des festivals dans les années 80, œuvre des talentueux artistes de la zone. Eh oui, un véritable cri de cœur du directeur du centre de Gaïa. Vivement que cet appel soit entendu. Lancement hier dimanche à Maradi des activités entrant dans le cadre de la fête tournante commémorant le 57e anniversaire de la proclamation de la République. C'est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a présidé la cérémonie au stade en phase de rénovation. Plaise à Dieu, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Ali Sissé Ibrahim et Abdoulaye Nasser Seydou.
Actualité internationale à présent en Centrafrique, le référendum constitutionnel a été exceptionnellement prolongé ce lundi dans le quartier PK5 de Bangui, une enclave musulmane de la capitale qui a été secouée par des violences en plein scrutin ce week-end. Image commentée par Bassian Bori. Surveillance, 10 bureaux de vote ont rouvert ce lundi en Centrafrique. Un retour aux urnes pour des électeurs intimidés. Puisqu'on a eu une décision de prolonger un peu le temps de vote, donc je suis venu tôt pour m'assurer que tout est en place et que la sécurité va être suffisante. Sur ces images tournées hier, des citoyens venus voter dans le calme et qui ne s'attendaient pas à l'explosion d'une grenade en pleine foule. Certains se sont abrités dans une salle de classe. À l'extérieur, la MINUSCA ne tardait pas à répliquer. Les échanges de tirs ont fait 5 morts et une vingtaine de blessés. Principal suspect, Noureddin Adam, ex-numéro 2 de la Séléka, l'ennemi public numéro 1 du pays, veut inciter les musulmans à rejeter la réforme. Karim Mekassoua, un des rares candidats musulmans à la présidentielle, était avec ses partisans juste avant l'attaque. À partir d'aujourd'hui, la détermination de la population est telle que ces rebelles, ces criminels vont reculer. C'est le début du commencement d'un changement radical. Les anti-Balaka auraient eux aussi perturbé le vote en province, où la MINUSCA évoque des urnes brûlées et des agents électoraux passés à tabac. La réforme veut exclure du pouvoir ces groupes rebelles qui risquent encore de passer à l'acte à 2 semaines des élections présidentielles et législatives. Une page à présent consacrée aux élections régionales deuxième tour en France. Le Front National n'a pas réussi à transformer l'essai. Aucune région pour le parti de Marine Le Pen. C'est l'un des enseignements de ces élections, mais c'est loin d'être aussi le seul. Antoine Delpierre. Que les victoires des uns et des autres, c'est une défaite qui retient l'attention, celle du Front National. Le parti de Marine Le Pen ne remporte aucune région, mais il pourra compter sur de nombreux élus au sein des conseils régionaux. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus, le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France. Une opposition constructive, mais aussi exigeante, parce que non connivente. Une opposition imaginative parce que libre de tout groupe d'intérêt. Dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les candidats de gauche s'étaient retirés, laissant place à des duels Front National et Républicain, tous les deux remportés par la droite. Mais pour Nicolas Sarkozy, le Front républicain ne doit pas devenir une solution systématique. Je veux souligner, s'agissant de l'unité et de l'union, qu'elles ne peuvent pas être de circonstances, mais traduire la volonté déterminée de tous les responsables de l'opposition d'avancer ensemble vers les prochaines échéances. Les Républicains qui arrivent également en tête en Île-de-France, une région gérée par la gauche depuis 17 ans. Quant au Parti socialiste et ses alliés, il reste à la tête de 7 régions de métropole et d'outre-mer, notamment en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et en Bretagne. Ils résistent mieux que prévu lors de ce second tour, mais sont loin de pouvoir crier victoire. Aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté, loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et les élections passées. Et je mesure la responsabilité qui est la mienne, la nôtre, celle de mon gouvernement sous l'autorité du président de la République. En Corse, une victoire historique porte les nationalistes à la tête de la région. Ils battent nettement la gauche sortante et la droite victime de ces divisions. Enfin, un mot concernant le taux de participation. C'était l'une des interrogations qui entourait ce second tour. Près de 6 électeurs sur 10 sont allés voter. Je vous redonne la lecture de ces 2 brèves. La première est relative au rapport sur le développement humain 2015, lequel rapport a été lancé ce 14 décembre 2015. Le rapport examine les liens positifs comme négatifs entre le travail et le développement humain dans un monde en rapide évolution. Le Niger, notre pays, est encore à la queue du peloton, c'est-à-dire dernier. Il est 188e sur 188 pays classés. Comme en 2014, le Niger vient juste derrière la Centrafrique 187e, l'Érythrée 186e et le Tchad 185e.
La deuxième brève, elle est relative au journal Le Courrier où on s'achemine vers un rebondissement de l'affaire de ce journal dit du Courrier. Ali Soumana, le promoteur de l'hebdomadaire Le Courrier, a été convoqué ce matin à la direction de la police judiciaire de Niamey puis conduit au bureau du procureur qui lui a demandé de revenir demain matin, mardi 15 décembre 2015. Rappelons que le 23 novembre dernier, le directeur de publication de ce journal Le Courrier avait été placé en garde à vue puis libéré le 27 novembre à partir de l'hôpital de Niamey au service des urgences où il a été évacué 2 jours auparavant. Souleymane Salah a été privé de ses mouvements après sa livraison numéro 391 du 19 novembre 2015 à cause d'un article sur les principaux responsables de notre police et leur ministre de tutelle. Affaire donc à suivre. Et c'est ici que se referme ce journal. D'avoir su bien nous accompagner. Merci. Restez en compagnie de nos programmes. La télévision Labari. Très bonne soirée. Au revoir.